Avec ses 5884 places, le marché moderne de Nati Tengou est le plus vaste des marchés urbains en construction dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Fruit de la volonté du président Patrice Talon de moderniser les infrastructures marchandes afin de donner plus de dignité aux usagers, le nouveau marché de Nati Tengou a été reconstruit suivant les normes internationales sur une superficie de près de 5 hectares. Les travaux de construction de ce splendide haut lieu d'échanges commerciaux et de rencontres sont terminés depuis 2 ans. Les portes de cette nouvelle infrastructure marchande seront bientôt ouvertes au grand bonheur de ses usagers. Les usagers du marché de Nati Tengou sont très heureux parce que le calvaire était trop grand. Nos enfants étaient notre main d'œuvre, puisqu'il fallait qu'ils nous amènent les marchandises au marché et venir les chercher à la fin. Et comment? Surtout que la pluie a commencé. Pendant les pluies, nous souffrons. Les enfants souffrent, nos maris souffrent. Mais avec l'arrivée de notre sauveur, le chef de l'État, Patrice Talon, nous avons été soulagés. Nous avons un beau marché. Un grand encore, nous avons un marché sous-régional. Je dis bien un grand merci. C'est maintenant que les femmes de Natakura et de Nati Tengou en particulier sont libérées. Nous l'avons souhaité aller au marché comme des fonctionnaires de l'État, aller garer nos voitures et descendre, rentrer dans nos boutiques. Nous souhaitons longue vie à notre cher président et à tout son gouvernement. La construction des marchés modernes, urbains et régionaux représente un projet ambitieux du gouvernement Talon qui vise à améliorer les conditions des commerçants et à offrir un environnement de vente plus sécurisé et plus structuré. Lorsqu'on parle de la richesse, c'est un capital, c'est un potentiel, c'est un don, c'est un trésor que dispose quelqu'un pour essayer d'assouvir à ses besoins les plus élémentaires. Et il faut dire qu'il faut aussi relativiser le concept de la richesse, parce que la richesse varie de l'un à l'autre. Donc diront, c'est lorsque j'ai des milliards dans mon compte bancaire que je suis riche. Donc diront que c'est parce que je suis l'enfant le plus intelligent que je suis riche. Donc diraient que c'est parce que j'ai des terres que je suis riche. Donc la notion de la richesse, au-delà d'une définition basique, mérite d'être relativisée et expliquée aux téléspectateurs pour voir les dimensions de richesse et des fortunes que dispose chacun selon sa position dans la société. Vous savez, dans la vie, nous naissons, nous grandissons à l'entame. Donc, sont nés dans une famille mirobolante, où déjà les parents sont déjà des fortunés, ils leur laissent déjà des héritages. Ceux-là ne font pas grand effort avant de pouvoir s'accomplir. Ceux-là, ils peuvent déjà dire qu'ils ont déjà réussi a priori. Donc, ils naissent dans des familles entièrement pauvres, pour ne pas dire misérables, et ce sont eux qui deviennent l'étoile de la famille. D'aucuns grandissent ou naissent dans des circonstances mitoyenne, aussi bien entre la pauvreté et la richesse, et il arrive donc à s'accomplir. Et donc, pour expliquer la notion de la prospérité, il faut dire que tout le monde est né riche. Nul n'est venu dans ce monde pauvre. Mais malheureusement, c'est parce que nous n'arrivons pas à découvrir le potentiel en nous qui faisons que nous nous accroupissons dans notre misère et on dit que Dieu nous oublie. Je vous donne des exemples. À titre illustratif, celui qui est un handicapé, il a des handicaps, il a des difficultés, il est né, il n'a pas d'espoir, mais il a pu quand même croire en son génie, le potentiel qui est en lui. Il a fait confiance en lui-même. Il a découvert en réalité son ikigai, qui est déjà la capacité en lui de pouvoir retrouver le potentiel, de l'énergie positive qui brille en lui, qui pourra donc lui permettre de pouvoir arpenter les grands défis. À partir de ce moment, celui-là, il va commencer par développer des actions qui, spontanément, vont générer des éléments de succès en lui. Et c'est là,
il finira par découvrir. Et lorsque vous ne vous intéressez pas à aller lire son histoire, son parcours, vous semblez commencer par dire non, il est rentré dans des sectes, il a fait des pratiques occultiques, ésotériques, c'est pour ça en réalité il est devenu riche. Je dis que c'est absurde. L'autre chose, il faut apprendre à faire du réseautage. L'un des secrets de la prospérité, c'est aussi apprendre à identifier les types d'amis et quel type d'environnement il faut donc coopérer. Parce que lorsque vous côtoyez des gens qui sont beaucoup plus leaders dans la procrastination, qui ne croient jamais en rien, qui croient peut-être aux effets du charlatanisme, qui croient aux effets de la sorcellerie, mais qui dorment à longueur de journée et qui ne font rien, comment est-ce qu'ils peuvent en réalité avoir du résultat? Et donc, c'est déjà croire en soi que l'on a du potentiel et qu'on est né pour réussir. Et que la réussite des autres, ils n'ont pas deux têtes, c'est que moi-même je peux l'avoir. Et dès le moment où tu le penses, tu commences par faire de petites choses. L'autre clé aussi qu'il faut aussi énumérer, c'est déjà également avoir la notion de la planification. En parlant de la planification, ça fait appel à la notion de l'économie financière. La bonne gestion de vos petites ressources. À titre illustratif, voyez-vous, moi j'ai connu des gardiens, c'est-à-dire des agents de sécurité qui n'ont que 50 000 francs de salaire. Mais ils ont pu s'acheter une parcelle, ils ont pu se construire une maison. Simplement pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils sont venus d'une famille déshéritée et qu'ils vont loin. Dès le moment qu'ils ont cette vision, ils ne développent que leurs dépenses que sur la base déjà de leur orientation, de la base de leurs revenus. Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous nos frères maliens qui sont tombés sur le champ de l'honneur il y a quelques jours, présenter au nom du président Bassirou Diomaye Faye, à mon nom, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple sénégalais, à réitérer nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Comme je le dis, le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. C'est pourquoi, quand un tel événement survient au Mali, c'est comme s'il était survenu au Sénégal. Présenter au président de la République, son Excellence, M. Assimi Goïta, toutes nos condoléances. Remercier le peuple malien pour son accueil d'aujourd'hui, à travers M. le Premier ministre, son Excellence M. Choguel Maïga, qui nous a très bien accueillis depuis notre descente d'avion, avec tout le gouvernement quasiment, nous a permis de faire une séance de travail avant d'être reçu aujourd'hui, actuellement par M. le Président de la République. Cet entretien a été très instructif, nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Donc je tiens particulièrement à me satisfaire de cette rencontre qui nous a permis, en tout cas, je crois, comme on l'a toujours fait entre le Sénégal et le Mali, de mieux rapprocher nos positions. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains.
Et nous respectons le Mali dans ses choix, nous respectons le Burkina dans ses choix, nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociétales même, qui nous imposent d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les plans. Et ça, c'est extrêmement fort. Au moins, je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Car je le remercie très fort et je remercie tout le peuple malien. La Guinée a dévoilé son projet de constitution ce lundi. Publié en ligne par le Conseil national de transition, il marque une étape clé vers un retour à l'ordre constitutionnel. Ce projet, qui sera soumis à un vote avant la fin de l'année, propose un système législatif bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat. Il réaffirme des mesures progressistes de la Constitution de 2020, comme l'interdiction de la peine de mort et des mutilations génitales féminines, ainsi que le droit pour toute personne arrêtée d'être informée des raisons de son arrestation. Le texte impose également une limite stricte de 2 mandats présidentiels de 5 ans chacun. Cependant, le statut du général Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, reste flou. Alors que la charte de transition interdit sa candidature aux futures élections, cette interdiction n'apparaît pas dans le projet de constitution, laissant la porte ouverte à sa participation. L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan a insisté lundi sur le fait que les pourparlers visant à instaurer la paix au Soudan se poursuivront, malgré le fait que l'armée soudanaise n'ait pas encore confirmé sa participation. Nous ferons tout notre possible avec nos partenaires internationaux pour parvenir à un plan d'action concret afin de faire cesser la violence et d'assurer l'accès total de l'aide humanitaire à la population, avec la mise en place d'un mécanisme de surveillance et de contrôle. Il y a longtemps que ces mesures ont été prises. Nous poursuivrons nos efforts en ce sens. Nous pourrions faire plus ensemble si l'armée soudanaise s'engageait à arriver avec une délégation capable de prendre des décisions. Le Soudan a sombré dans le chaos, piégé par le conflit qui oppose l'armée et les forces de soutien rapide FSR, un groupe paramilitaire influent. Les combats ouverts à Khartoum se sont étendus à tout le pays, notamment au Darfour, où les affrontements ont été particulièrement violents. Des dizaines de millions de Soudanais sont exposés à une famine totale, voire à une famine aiguë. Rien qu'au Soudan, il y a actuellement plus de réfugiés et de personnes déplacées que l'équivalent de la population totale de la Suisse. La crise humanitaire au Soudan a atteint un point de rupture catastrophique selon l'ONU. Le conflit a causé des milliers de morts, poussé de nombreux habitants à la famine et engendré la plus grande crise de déplacement mondiale, avec plus de 10,7 millions de personnes déplacées. 2 millions d'entre eux ont fui vers les pays voisins. Le message du peuple soudanais a été clair. Il veut que la communauté internationale agisse davantage en faveur de l'aide humanitaire et de la liberté de circulation. Ils veulent que la communauté internationale déploie plus d'efforts pour faire cesser la violence. Et nous avons entendu ces cris du peuple soudanais au fil des événements. Les pourparlers soutenus par les États-Unis et l'Arabie Saoudite devraient commencer mercredi. Les FSR ont confirmé leur présence, mais pas l'armée soudanaise, malgré la rencontre entre des responsables américains et une délégation soudanaise le week-end dernier à Jeddah. Au Kenya, les travailleurs de l'aviation menacent d'entrer en grève dès lundi prochain contre un accord conclu entre le gouvernement et l'entreprise indienne Adani Group pour les travaux de rénovation de l'aéroport de Nairobi. Le mois dernier, le gouvernement kenyan a déclaré dans un communiqué que l'aéroport international Jomo Kenyatta dépassait sa capacité de 7,5 millions de passagers par an et que des travaux d'amélioration s'imposaient. Les autorités avaient évoqué des fuites dans les toitures qui causeraient un embarras international. La déclaration indiquait que la modernisation de l'aéroport pourrait coûter 2 milliards de dollars aux contribuables de ce pays déjà en difficulté budgétaire. Mais pour le syndicat du secteur de l'aviation du Kenya, cet accord va provoquer des pertes d'emplois. Aussi a-t-il appelé à la démission de l'ensemble du conseil d'administration de la Kenya Airport Authority.
En Tanzanie, plusieurs dirigeants de l'opposition, dont Tundu Lissu et 2 autres membres du parti Chadema, ont été arrêtés par la police avant la manifestation prévue ce lundi. L'événement devait réunir des milliers de jeunes à Mbeya pour célébrer la journée internationale de la jeunesse, sous le slogan « Prenez en charge votre avenir ». La police avait interdit ce rassemblement, invoquant des risques de violence. Environ 500 jeunes ont été interpellés avant d'être renvoyés chez eux. Le chef du parti Chadema, Freeman Mbowe, a condamné ces arrestations et a exigé la libération immédiate des détenus. Malgré les réformes promises par la présidente Samia Suluhu Hassan, l'opposition dénonce une répression persistante en Tanzanie. Ce début de semaine marque la célébration de la Journée mondiale de l'éléphant, un jour créé pour sensibiliser aux aides et à la protection de ces mammifères contre les menaces. Je pense que c'est juste une journée pour célébrer les éléphants en général et réfléchir à la situation globale de leur conservation. Les éléphants sont soumis à une pression énorme du point de vue de la Terre. L'Afrique devrait doubler sa population pour atteindre 3 à 4 milliards d'habitants d'ici 2050 et les terres pour les éléphants sont en train de diminuer. Selon l'organisation caritative World Elephant Day Society, les éléphants d'Afrique et d'Asie sont de plus en plus menacés par les braconniers et la perte de leur habitat. Si vous regardez en arrière, en 1920, rien qu'en Afrique, nous avions 4 millions d'éléphants et aujourd'hui, il n'en reste plus que 400 000. Cela représente une diminution de 90% du nombre d'éléphants. Nous devons donc prendre soin de ces animaux. Pour protéger ces animaux, l'organisation caritative déclare vouloir mettre en place des politiques efficaces pour prévenir le braconnage. Les Jeux Olympiques de Paris se sont achevés dimanche. Et pour la 4e fois consécutive, les États-Unis caracolent en tête du classement avec 126 médailles pour 40 en or, autant que la Chine, mais avec un total de 91 médailles à la 2e place. Les Américains ont terminé premiers grâce à leur victoire d'1 point en finale du basket féminin contre la France, dans la toute dernière épreuve des Jeux. La France, en tête des pays européens, a presque doublé le nombre de médailles remportées lors des précédents Jeux Olympiques de Tokyo. Le continent africain a remporté 38 médailles en tout dans ces Jeux Olympiques de 2024. Le Kenya est en tête du classement des pays africains avec 11 médailles dont 4 en or, suivi de l'Algérie et ses 3 médailles dont 2 en or. Au cœur d'une grosse polémique sur son genre, Iman Khelif a été sacrée championne olympique de boxe dans la catégorie des moins de 66 kg. L'Afrique du Sud complète le trio de tête des pays africains avec 6 médailles dont 1 en or. La cérémonie de clôture au Stade de France a rassemblé plus de 70 000 personnes et 8 000 athlètes, ainsi qu'une cascade spectaculaire de Tom Cruise qui a porté le drapeau olympique lors d'une passation symbolique à Los Angeles 2028. Retour en fanfare pour Iman Khelif en Algérie. La boxeuse, médaillée olympique, a été accueillie au son des tambours à l'aéroport d'Alger à son retour des Jeux Olympiques. Elle a brandi fièrement sa médaille d'or devant une foule d'admirateurs. À 25 ans, elle est la première Algérienne à avoir remporté une médaille de boxe féminine. Bien sûr, les Jeux Olympiques sont un grand événement dans le monde. Les Jeux Olympiques représentent le plus haut niveau. C'était comme une guerre. J'ai tout donné mentalement. J'étais mentalement et physiquement préparé pour la compétition. Grâce à Dieu qui m'a aidé à remporter cette médaille. Iman Khelif a été au cœur d'une controverse portant sur son genre pendant les Jeux Olympiques. Suite à la polémique, elle a été victime d'un harcèlement en ligne sur fond de tensions entre le CIO et la Fédération internationale de boxe. « 75 ans, jour pour jour, après son adoption, le droit international humanitaire est mis à rude épreuve.
Le règlement le plus connu au monde sur la protection des civils, des détenus et des soldats blessés en temps de guerre a été largement ignoré dans plusieurs pays du monde. Le droit international humanitaire est mis à rude épreuve, ignoré et sapé pour justifier la violence. Plus que jamais, le monde doit s'engager à nouveau en faveur de ce cadre de protection solide pour les conflits armés, un cadre qui suit le principe de la protection de la vie au lieu de la justification de la mort. Adoptées le 12 août 1949, les conventions de Genève sont de nouveau sur la sellette car les milices armées et les forces nationales ignorent régulièrement les règles de la guerre. Le récit des relations internationales passe du multilatéralisme et des accords de coopération aux dépenses de défense et à la préparation au conflit. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Une telle approche des relations extérieures ne met pas l'accent sur les coûts humains dévastateurs et les revers économiques que les conflits entre les armées les plus puissantes peuvent entraîner. C'est en gardant tout cela à l'esprit que je me pose aujourd'hui une question élémentaire mais essentielle. Où sont les artisans de la paix ? Avec plus de 120 conflits actifs dans le monde selon la Croix-Rouge, les défenseurs appellent à un nouvel engagement en faveur du droit international humanitaire.